C'est dans ce cadre prestigieux du CERAWeek 2025, l'un des plus grands rendez-vous mondiaux de l'énergie, que la Côte d'Ivoire a choisi de se mettre en lumière. La délégation ivoirienne a participé à une session spéciale avec la Bilateral Chamber, la chambre de commerce bilatérale des États-Unis, basée à Houston. Une rencontre au cours de laquelle le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a décliné la vision du gouvernement, celle de faire de la Côte d'Ivoire la référence en Afrique dans la gestion responsable, inclusive et transparente des ressources extractives et énergétiques sous le leadership du président de la République. Une vision unanimement saluée par les hommes d'affaires américains. Tour à tour, les principaux acteurs de l'industrie pétrolière et énergétique ivoirienne ont détaillé les opportunités d'affaires qu'offre le pays dans ce secteur. Nous espérons pouvoir donc poursuivre les discussions et puis arriver à concrétiser donc le financement des projets phares qui nous tiennent à cœur, notamment les investissements dans les infrastructures de réception, de stockage, le développement des activités de raffinage et puis bien sûr l'exploration-production. On a présenté les blocs que nous avons qui sont disponibles, donc nous avons 21 blocs. Et pour les projets structurants, nous avons parlé de stockage, nous avons parlé de pipelines qui quitteront Abidjan jusqu'à Fekese-Degou. Nous avons parlé également de stockage de butane et puis des projets du gaz naturel pour pouvoir satisfaire la demande des mines et surtout des industries. Un plaidoyer qui semble avoir conquis l'auditoire. Les membres de la Bilateral Chamber se disent prêts à saisir les opportunités qu'offre la Côte d'Ivoire. En fait, le rapport était très détaillé et assez impressionnant. En fait, il y a facilement 10 milliards de dollars d'investissement dans les 5 prochaines années qui va recréer un futur assez fort pour l'industrie pétrolière et énergétique du pays. Comme pour joindre l'acte à la parole, l'USTDA, l'Agence américaine pour le commerce et le développement, a annoncé au cours de cette session qu'elle était prête à financer les études techniques des projets présentés. Un premier pas vers des collaborations futures qui pourraient bien ouvrir un nouveau chapitre dans les relations énergétiques entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. La Côte d'Ivoire fait partie des 9 pays bénéficiaires du projet Suède, autonomisation des femmes et dividendes démographiques dans le Sahel, est soutenu par la Banque mondiale. Depuis sa mise en œuvre, ce projet s'est investi plus particulièrement dans la partie nord de la Côte d'Ivoire, à travers la réduction des inégalités entre sexes, l'autonomisation de la femme et surtout l'amélioration de l'accès aux services de santé reproductive aux adolescentes. C'est un projet qui a eu un très grand impact au niveau du maintien des jeunes filles à l'école. On était au début à 69%. Après la mise en œuvre du projet, nous sommes à près de 97% de taux de maintien des jeunes filles à l'école. Je peux dire aujourd'hui que les écoles couvertes par le projet Suède, nous avons eu 0 grossesse dans ces écoles-là. C'était un des objectifs de l'éducation. Les populations attendent beaucoup du Suède parce que ça a eu un très grand impact sur leur comportement. Cette rencontre du Comité national de pilotage regroupant plusieurs départements ministériels et la primature s'inscrit dans l'harmonisation des nouvelles recommandations. Nous sommes toujours engagés dans un processus qui visera forcément à transformer donc, les acquis de ce projet en d'autres activités pour le bonheur donc, des populations cibles. C'est pour nous une grande satisfaction puisque les bénéficiaires même disent déjà qu'ils sont satisfaits de ce qui est fait et réclament d'ailleurs une poursuite de ce projet. Des nouvelles orientations pour pérenniser les acquis placés sous la tutelle du ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, le projet Suède est une réponse concertée des chefs d'État du Sahel pour réduire la vulnérabilité des femmes et des filles. C'est en 1730, de retour du Ghana à cause des difficultés de cohabitation, que par vague migratoire, le peuple mouroufé s'est retrouvé dans le Moro, actuelle sous-préfecture de Mbato, précisément dans le village de Wikro, autour de Nana Danyikbani, premier roi du Moronou, pour fonder le royaume du Moronou. Et à ce jour, le royaume a connu 12 souverains, mais le trône est resté vacant entre 1988 et 2019 du fait d'une crise interne
après le décès de Nana Ano Asuman II. Mais les choses sont rentrées dans l'ordre depuis le 24 mai 2019 avec la désignation de Nana Eoura Tewa comme roi du Moronou. L'unité du royaume ainsi retrouvée, les 10 chefs des tribus qui composent le royaume du Moronou sont encore venus faire allégeance au roi à travers une parade. Un peuple sans guide, c'est difficile et ça a été vraiment une joie très immense pour nous de savoir que nous avions désormais un roi. Et comme on le sait, chez nous en pays Aïni, on dit que le roi c'est notre parapluie. Dans cette dynamique, pour faire rayonner le royaume, le roi Nana Eoura Tewa peut aussi compter sur l'ensemble des fils et filles de la région, notamment les cadres. Nous sommes condamnés à vivre ensemble parce que le président de la République lui-même est un homme de dialogue et de paix. Et dans tous les campements, dans tous les villages où nous allons passer, il faut que nous ayons un seul message, vivons ensemble. Et c'est ensemble que nous pouvons réussir la mission qui est le développement de nos régions. Le royaume n'a pas de couleur. Il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de religion. Tout le monde fait partie du royaume. Par conséquent, vous avez vu que la tribune officielle était complète des cadres. La fête du trône, au-delà de l'aspect festif, est le reflet de la détermination du peuple mouroufé à renforcer la cohésion entre les populations du Moronou et à ouvrir de nouvelles perspectives pour les générations futures.